Professeur Paoli, c'est Merci. un plaisir vraiment de vous retrouver sur Verismo TV une nouvelle fois. On s'était vu finalement il y a plus ou moins un an, hein. On s'était vu à Francfort et on était entre deux avions dans un aéroport. De nos jours, actuellement, il y a un an, si on s'était imaginé que c'était plus possible de bouger, si c'était plus possible de se rencontrer dans ces lieux-là, je pense on n'aurait pas imaginé une telle situation aussi aberrante que maintenant. Et puis là, on est obligé de se parler par webcam, par Internet, vous à l'autre bout de la planète, pour réfléchir ensemble. J'aimerais vraiment qu'on réfléchisse ensemble à cette France de demain, ce monde de demain qu'on peut essayer de construire tous ensemble. Comment allez-vous déjà, professeur, et comment se passe le confinement de votre côté de la planète? C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en Colombie pour célébrer l'anniversaire de mon fils et 2 jours après, on a fermé les aéroports et bien entendu, j'ai aucune idée quand ils vont décider la réouverture de l'aéroport. Ça m'a donné la possibilité de passer un temps extraordinaire avec les enfants. En plus, je viens de terminer mon deuxième bouquin, le troisième est en cours. C'est-à-dire une productivité, mais surtout, je me suis lancé sur l'écriture des fables et je suis déjà sur 340 fables. Alors, mon but de ma vie, de réaliser l'écriture, merci, de l'écriture de 365 fables, eh bien, je suis à 25 près pour réaliser ce rêve. Alors, évidemment, je suis en forme, je suis content et bien entendu, je souhaite partager cet enthousiasme pour le futur avec tout le monde. Et oui, finalement, ce confinement, c'est un peu un catalyseur, c'est un révélateur d'une certaine manière de nos priorités. Je pense que tous, tout d'un coup, on se rend compte de ce qui est vital, de ce qu'on a vraiment besoin. Si d'un claquement de doigts, on devait se retrouver sur une île déserte, un peu confiné de cette manière-là, eh ben, on aurait besoin de notre famille, des gens qu'on aime, et on aurait besoin d'une bonne alimentation, de l'eau, etc. Et puis, on s'est rendu compte par ce confinement que tout ce qui était futile, tout ce qui était inutile, ce sont des choses que ça fait des dizaines d'années que vous les rappelez. Vous avez fait cette démarche de pointer du doigt les erreurs humaines, c'est-à-dire vous faites du commerce, mais vous détruisez la nature et vous détruisez les hommes. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut plutôt être aussi intelligent que la nature pour créer des écosystèmes viables, des écosystèmes bleus qui redonnent de la richesse à l'écosystème. Et ce confinement, finalement, ça met le pied à l'étrier, c'est-à-dire maintenant, on n'a plus le choix. On est devant le fait accompli. Il faut qu'on change. Je suis d'accord, mais quand même, il faut toujours revoir un peu le contexte. Si on a un texte sans contexte, ce n'est qu'un prétexte. C'est-à-dire que si le prétexte c'est de faire la promotion des vaccins, eh bien c'est un prétexte. Vous utilisez le confinement pour promouvoir votre commerce. C'est pas ce qu'il faut avoir aujourd'hui. Il faut que nous regarderions de nouveau le contexte et la réalité de la vie. Et c'est quoi? C'est que 860 millions de personnes meurent de faim, qu'il y a 800 000 personnes qui meurent sida, qu'il y a 800 000 personnes qui se suicident chaque année. C'est-à-dire qu'il faut quand même pas seulement faire la réflexion autour du virus, il faut remercier le virus pour nous permettre quand même de faire une réflexion sur le contexte de la vie. Et c'est pas la bonne. Nous sommes d'accord qu'on ne peut pas faire plus de la même chose, il faut faire mieux. Et je crois que c'est l'opportunité que nous avons devant nous, c'est de faire nettement meilleur qu'on s'est imaginé jusqu'à présent. Pour ça, dans ce confinement, comme vous l'avez très bien dit, je pense qu'on est plus ou moins tous en train d'expérimenter cette créativité qui sort, c'est-à-dire on est beaucoup plus productif pour les choses qui nous importent vraiment. Alors vous, c'est l'écriture des livres, c'est l'écriture des fables, c'est proposer un nouveau modèle pour le monde de demain, et ça vous a donné cette impulsion d'écrire un premier e-book, un livre numérique,
où vous avez posé 100 questions, donc notamment avec les scientifiques qui vous entourent. Et vous le commencez comme ça avec une phrase de Confucius: nous avons tous deux vies. La seconde commence quand vous vous rendez compte que vous n'en avez qu'une. C'est absolument génial et je pense que c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire il faut qu'on saute sur l'occasion d'utiliser le temps que l'on a à notre ressource pour vraiment faire quelque chose de notre vie, parce qu'après, ce sera fini. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce bouquin de 100 questions? Et j'ai surtout envie de savoir euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager sur des thèmes comme aussi polémiques et durs à, à discuter que les vaccins, que la 5G, etc. Alors, quand vous êtes touché par la mort, quand vous êtes touché par des gens qui meurent, quand vous êtes touché par un système de santé qui n'est pas capable de répondre aux besoins de base de tout le monde, même si l'Europe investit 1,5 trillion d'euros par an dans les services de santé, nous sommes, il est clair, nous ne sommes pas capables de répondre aux besoins de base de tout le monde. Et il faut alors, quand il n'y a pas un cause et effet, il faut se poser des questions sur les corrélations. C'est ça ce que nous enseignent les scientifiques. Les sciences ne sont pas des dogmas où on dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Non, 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 non. Excusez-nous, nous avons besoin de la recherche des corrélations. Et alors, j'ai lancé un petit tweet pour dire quelles sont les nouvelles corrélations entre la pollution, le 5G, l'électromagnétisme, santé, 5G. Et j'ai reçu un coup de foudre contre moi parce qu'on a dit c'est pas possible, c'est du fake news, c'est pas vrai. Mais j'ai dit, mais j'ai rien dit, j'ai seulement demandé, expliquez-moi les corrélations. Je constate que, et ça fut confirmé par plusieurs scientifiques, je constate qu'il y a des corrélations. Ça ne veut pas dire que je dis l'un ou l'autre est le coupable et le responsable, mais si moi, comme citoyen, je n'ai pas le droit de poser des questions. Nous sommes dans une dictature. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est presque une dictature. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, il faut libérer les Français de l'inaction. Il faut libérer les Français afin que les Français puissent poser des questions. Et bien entendu, posons les questions scientifiques. Alors j'ai plus de 1000 personnes qui m'ont appuyé à répondre aux questions. Et je n'arrive pas à une conclusion qui me dirait celui est responsable, celui est coupable. La seule chose que je souhaite faire, philosophie de ma vie, c'est de trouver quelque chose qui est nettement meilleur. Et c'est ça ce qui est le but du livre. J'explique pourquoi je fais le livre, parce que j'ai été attaqué par des gens qui imposent des dogmes. Et quand l'industrie de 5G elle-même, dans un rendez-vous avec des sénateurs américains, avoue qu'ils n'ont pas fait la recherche pour prouver la non-influence, le non-impact de 5G sur la biologie, je dis 5G sur biologie, alors dans ce cas-là, je me demande, est-ce que nous avons le droit de faire la recherche et d'étudier plus en détail? L'électromagnétisme, c'est naturel, mais l'électromagnétisme que nous avons est bipolaire et est concentré. Quand nous passons d'une électricité qui est bien servie à tout le monde à un système où il y a 1 million de IoT, Internet of Things, 1 million par kilomètre carré, il faut se poser la question, quel est l'impact sur la biologie? C'est tout ce que je fais. Alors, je réponds à ces questions et je les mets dans mon livre avec des notes références scientifiques. Et ce sont des notes et références scientifiques, tous de l'État américain, qu'on ne peut pas accuser d'être contre le libre marché, contre les pharmaceutiques, contre tout le monde. Non, non, non. Ce sont des liens scientifiques, des articles scientifiques publiés
est mis sur plateforme par le gouvernement américain. Alors, parce que vous imaginez, j'ai eu des attaques où ils me disent il faut qu'on ferme ma compte Twitter, il faut qu'on m'arrête, et j'ai reçu plus de vingtaine de demandes arrivées chez Twitter pour fermer mon Twitter. C'est incroyable parce que je pose des questions. Et heureusement, jusqu'à présent, Twitter me permet encore de faire passer les messages, mais je ne peux pas faire la demande quelles sont les corrélations sans nous imaginer quelles sont les solutions. Bien sûr. Et c'est ça qui est le plus important. Notre santé. Alors, je constate que le virus le plus virulent du monde entier, c'est dengue. Le virus de dengue touche 400 millions de personnes par an. Il n'y a pas de vaccin. Le deuxième qui nous touche, c'est pas virus, mais c'est des parasites, c'est malaria. Il y a 200 millions de personnes qui sont touchées par le malaria. Il n'y a pas de vaccin. Le sida. Le sida est un virus. Après quand même 25 années de plus de 5 milliards d'euros par an investis, nous n'avons pas de vaccin. Alors, je pose la question, est-ce que nous croyons que le vaccin va résoudre le problème? Eh bien, je suis malheureusement arrivé au constat que ni dengue, ni malaria, ni le sida ont obtenu le vaccin pour sauver les gens. Alors, n'attendons pas qu'au moment où on nous promet le vaccin contre le coronavirus, qui en plus est un des 19 et en plus qui se mue tout le temps, alors je crois que le citoyen doit prendre soin de soi-même parce que le système médical n'est pas capable de répondre et les vaccins ont fait la preuve les dernières décennies que dû au fait que nous avons beaucoup plus de pollution, qu'il y a une densité de la population beaucoup plus élevée, les vaccins n'ont pas la même efficacité qu'auparavant. C'était tout à fait différent quand Fleming a inventé les vaccins. C'est évident que nous avons maintenant changé le monde de telle manière de ce qui étaient les solutions du passé ne sont pas évidemment les solutions du futur. Alors, je pose les questions, je remonte les faits. J'ai réaction, on me demande alors quels sont les prochains qu'il faut faire. On vous a raté on a raté la dernière phrase, professeur, si vous pouvez vous répéter. Alors, quand on a tous ces chiffres devant soi, avec tous ces problèmes, les gens se posent la question alors qu'est-ce qu'on va faire? J'aimerais bien un jour déjeuner avec toi. Et j'ai dit, mais voilà, je viens, le moment qu'on me permet, je viens chez vous, je viens déjeuner avec vous, inviter 10 amis, et je viens avec Idriss Aberkan. Parce qu'Idriss, c'est l'homme qui va libérer votre cerveau. Alors tout d'un coup, j'ai reçu une soixantaine d'invitations en 24 heures. Aujourd'hui, il y a des centaines de comités qui se sont créés spontanément pour dire Günther Idriss, viens chez nous, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre village, notre quartier? Quels sont le fond de l'histoire de coronavirus? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que nous pourrions faire ensemble? Pas parce que je veux m'enrichir, je veux le faire parce que le bien commun, la résilience est beaucoup plus importante que l'efficacité. Je pense que il y a eu des petites coupures dans la connexion, mais c'est extrêmement important ce que vous nous dites là, c'est-à-dire que avec Idriss, par rapport à cette révolte qu'il y a, parce qu'Idriss sur sa chaîne, il s'est beaucoup prononcé, il s'est beaucoup engagé ces derniers temps, justement à se révolter contre les prises de décision et la gestion de crise du gouvernement français entre autres, pour pointer du doigt des grosses erreurs et puis
aller plus loin, proposer des solutions. Et vous, ensemble, vous allez organiser un tour de France, donc, avec lui. Prochainement, si je me trompe pas, ce sera sans doute au mois de mai. Et j'aimerais justement savoir comment ça va s'organiser, comment ça va s'orchestrer dans les faits, qui va être sur place. Est-ce que ça va être seulement vous et Idriss? Vont pouvoir venir? Est-ce que vous allez proposer des modèles, des gens qui ont réussi à implémenter ce que vous appelez l'économie bleue, les systèmes résilients? Est-ce qu'il va y avoir des scientifiques qui vous ont aidé à écrire ce e-book de 100 questions avec vous? Voilà. Comment ça va se passer concrètement? Alors, bien entendu, nous avons encore un confinement un peu plus relax, mais c'est encore un confinement. On peut pas aller au restaurant, on peut pas faire des grandes réunions. Alors, nous sommes obligés de nous réunir en famille avec 10, 12 personnes dans des différents endroits. Mais surtout, nous sommes à l'écoute. Nous ne sommes pas là pour dire ce qu'il faut faire. Nous sommes là pour exposer les gens aux opportunités que nous connaissons et être à l'écoute des opportunités que voient les Français. Notre but est de rencontrer avec des financiers, avec les notables, avec les politiciens, ce réseau de connexion, des gens qui souhaitent transformer pour le bien commun. Génial. Les gens qui souhaitent maintenant laisser un héritage vers notre ego. Nous sommes là pour laisser un héritage et pour transformer notre société. Et je crois que les centaines de propositions que j'ai déjà reçues nous donnent, mais très pragmatiques. Nous souhaitons quitter la ville avec un agenda, avec un portefeuille d'initiatives qu'on peut lancer immédiatement. Plus de plan stratégique, plus de réflexion. Messieurs, mesdames et messieurs, la force, c'est agir. La force, c'est faire. Et je crois que nous avons la grande opportunité, que les gens ont le cerveau, comme Idriss le dit si bien, les gens sont intelligents. Ne dites pas qu'on a besoin des experts qui nous disent qu'il faut faire le 1,50 m ou le 2 mètres de distance qu'il faut maintenir, même quand tout le monde sait parfaitement, qui connaît un peu de la biologie, qu'il y a 100 millions de virus qui descendent de l'atmosphère, de l'air tous les jours sur chaque mètre carré. Excusez-nous, quand même, oui, c'est un danger d'être en contact direct, mais le contact, si nous sommes dans une vie où il y a 10 fois plus de virus que de bactéries, comment souhaitez-vous vous protéger? Comment souhaitez-vous le faire? Il est très difficile de le faire. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut agir pour le bien commun avec, c'est l'eau, c'est la nourriture, c'est la santé, c'est l'hébergement, c'est l'énergie renouvelable, c'est l'éthique quand même. Je peux parler du fait que si vous faites moins mal, c'est mal. Il faut faire du bien. C'est une philosophie qui, qui résume parfaitement votre économie bleue, c'est-à-dire on fait pas seulement moins mal. Moins mal, c'est toujours mal. Il faut vraiment faire du bien. Et l'économie bleue, elle renchérit les systèmes justement. Elle fait pas seulement de l'économie verte où on pollue moins, mais parce que polluer moins, c'est quand même polluer. Ce que j'aime beaucoup dans votre démarche, c'est que vous allez justement vous prendre ce coéquipier qui est Idriss, qui est d'une jeune génération. Il a juste un an de plus que moi. Il va influencer énormément de jeunes qui peut-être n'osent pas passer à l'acte, à la pratique, puisque jusqu'à maintenant, vous me disiez, mais c'est facile de passer à la pratique. N'attendez pas d'avoir des ressources, des centaines de milliers d'euros. N'attendez pas d'avoir des financements. Vous pouvez tout de suite changer. Vous pouvez tout de suite mettre en place des choses qui sont vertueuses avec une idée qui s'inspire de la nature, avec un système résilient. Les solutions sont là, les opportunités sont là. Et quand je vous ai vu la dernière fois dans notre précédente vidéo à Francfort, vous avez bien dit, il faut faire rêver les gens, il faut les mettre dans un magasin de jouets. Il faut que
peu importe où ils regardent, ils voient des opportunités. Et de nos jours, là maintenant, confinés chez nous, on voit bien que cette contrainte, elle crée l'innovation. C'est-à-dire par la contrainte, où on pose notre regard, on voit de la créativité, on voit une opportunité. Et là, finalement, avec Idriss, vous allez apporter le magasin de jouets chez les gens. C'est-à-dire, on se déplacer dans votre ville et on va faire des tables rondes et discuter. Donc ça, c'est un projet finalement absolument génial et extrêmement bien trouvé dans ce monde qui est, comme vous l'avez très bien dit, loin d'une démocratie, mais plus qui commence à ressembler à une dictature où on nous empêche de poser des questions. Maintenant, nous, on veut arriver avec des solutions applicables maintenant, ce que vous faites depuis des dizaines d'années, ce que vous faites depuis 30 ans, avec tant de porteurs de projets. Moi, j'aimerais savoir, les gens qui vous entendent, qui vont voir cette vidéo, s'ils veulent vous contacter, ils vont vous dire, je veux vous rencontrer, je veux vous faire venir dans ma ville. Est-ce qu'il y a un moyen de rentrer en contact avec vous? Il y a un email, D'accord. Tour de France, Idriss Günther, en un mot, sans rien du tout, c'est-à-dire Tour de France, Idriss Günther, gmail.com. Vous nous écrivez. Nous avons déjà 12 villes décidées, 12 villes déjà décidées, où il y a des comités qui sont là pour s'organiser. Et évidemment, nous attendons le feu vert de l'aéroport de Bogota pour pouvoir partir et le feu vert des départements, des préfets, des maires et peut-être même des ministres en France pour nous permettre de nous transporter avec les moyens qui sont disponibles, tout en respectant les règles du jeu. Nous ne sommes pas là pour faire la révolution. Nous sommes là pour vraiment inspirer, de créer cette super France. Et nous avons, Idriss et moi, l'objectif de repérer toutes les grandes initiatives que nous avons pu lancer. Et après 30 jours, quand on arrive à Paris, on va lancer notre bouquin, La Super France, créé par les Français, dès de la périphérie. Parce que c'est dès la périphérie qu'on commence. Pas à Paris. Paris, c'est la dernière étape. C'est là où on va remercier les gens pour avoir été si généreux et si actifs pour faciliter ce Tour de France. Mais je crois qu'il est très important. La transformation de la société se fera dès de la périphérie. Là où il n'y a personne était prêt de vivre. Nous allons voir la déurbanisation. Les gens vont s'installer là où ils retrouvent la résilience et le bonheur avec la santé. C'est pour ça que je termine ces jours-ci mon livre sur l'économie de bonheur. Quelles sont les conditions qu'il faut créer pour arriver à l'économie de bonheur? Et l'économie de bonheur qui s'est appuyée sur 6 cas concrets dans lesquels j'ai eu l'honneur et le privilège de travailler les dernières 35 ans. Alors, je prends note de ce qui a fonctionné pour créer le bonheur en Amérique latine, en Suède, en Espagne, Fidji, Japon. Je fais aussi l'état des choses en Afrique, au Bénin. Je souhaite vraiment montrer qu'il y a des gens qui travaillent depuis des années sans Facebook, sans Twitter, sans réseau, mais qui sont concentrés dans la réalisation de leurs rêves, ce qui est le bonheur et la santé. Et je crois que je rajoute une chose comme économiste, c'est le plein emploi. Vous savez que Jean Piaget nous a dit que tous les petits-enfants sont des petits scientifiques. Eh bien, je dis non. Tous les enfants sont des petits entrepreneurs. On se réveille le matin, on souhaite faire quelque chose. On est créatif, on s'imagine, mais on souhaite faire. Eh bien, je suis convaincu que les Français, les citoyens de cette terre souhaitent faire quelque chose. Et alors là, je comprends pas du tout ce qu'on a fait avec le confinement. Quand on fait la guerre contre les nazis, on a mobilisé les pays. On a fait le maquis pour gagner. Aujourd'hui, on fait la guerre contre un virus et on mobilise personne.
C'est incroyable. C'est incroyable comme stratégie mondiale. Je n'accuse aucun président, aucun ministre, mais je constate que s'il faut éliminer le nazisme de cette terre, eh bien, on a fait le maquis, on a fait la guerre et on a mobilisé toute la production. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a confiné tout le monde, on a demandé de rien faire. Je crois que ça, c'est l'erreur fondamentale. Mais cette erreur a toujours du bien. Et le bien, c'est que ça nous a laissé le temps de réfléchir sur la réalité de la vie, l'importance de la vie, l'héritage et les actions que j'entame demain. Génial. Je pense que vous avez très bien résumé le fait que cette contrainte qui nous a été imposée de force, elle a redéfini l'ordre de nos priorités. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, demain, aujourd'hui, tout de suite? Vous avez donné une interview il y a peu de temps que j'ai adoré, et la personne vous disait, vous savez, le point commun entre tous les dirigeants actuels, c'est qu'ils n'ont pas d'enfants. Et vous avez 6 enfants. Et si quelqu'un qui a des enfants, je pense, prendrait des décisions tout autres vis-à-vis de son business, vis-à-vis de ce qu'il veut laisser comme héritage, ce mot que vous avez répété là plusieurs fois, c'est tellement important et je pense que c'est maintenant qu'on est en train de prendre conscience, de peser ces mots vraiment, mais il a fallu qu'on soit au pied du mur, il a fallu qu'on soit dans une forme de contrainte. Tant pis, maintenant on y est et il faut faire. Il faut créer cette super France, comme vous dites. J'adore ce mot et j'adore ce mouvement que vous avez créé avec Idriss. Moi, je serai présent au maximum avec vous durant cette date de France. Je vais me déplacer à chaque fois pour venir vous rencontrer. Ce sera un plaisir de relayer en vidéo les échanges, les débats, peu importe. Il faut qu'on fasse du bruit. Il faut qu'on crée vraiment cette France. Et je tiens vraiment à vous remercier pour cet engagement parce que je pense que des gens qui écrivent des livres, il y en a beaucoup. Je pense que des gens qui disent des belles choses aussi, il y en a beaucoup sur Internet. Mais des gens qui s'engagent vraiment, qui jouent leur peau, hein, comme dirait Nassim Nicolas Taleb, c'est jouer sa peau, il y en a peu. Et vous, vous jouez votre peau, vous jouez votre âme, parce que vous savez que vous œuvrez pour ce bien commun-là. Et c'est pour ça qu'on peut vous faire confiance. Donc, je vais aller à fond avec vous. Je suis très content de savoir qu'il y a des gens qui saisissent les opportunités, qui sont autant proactifs pour changer les choses et créer ce monde dont on rêve. Merci beaucoup et à bientôt. Merci encore, professeur, et à très vite. Très vite, évidemment. À bientôt. Merci pour cette Merci. interview. Au revoir. Merci. Au revoir.